Bienvenue, 7h45, le petit déjeuner politique. Philippe Juvin, professeur de médecine, chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou et maire LR de la Garenne-Colombes. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Emmanuel Macron est positif au Covid. Avant de ressentir les premiers symptômes, il recevait à dîner jusqu'à minuit une dizaine de ministres et politiques. Est-ce qu'on peut reprocher au président quelque chose dans ce cadre ? Non, écoutez, le président de la République, d'abord, il faut arrêter ces querelles. D'abord, il faut lui souhaiter de se rétablir. Ensuite, c'est le président. Je veux dire par là que pour conduire les affaires de la France, il est normal qu'il puisse, lui, faire des dîners à plus de 6 personnes. Donc je pense que c'est une mauvaise querelle. La vraie question est de savoir si c'était un dîner de travail pour le bien de la conduite des affaires du pays. Là, c'était préparation des régionales. Ou si c'était une réunion d'ordre partisane, ce qui là pose plus de problèmes. Moi, je me souviens quand Nicolas Sarkozy était président de la République et qu'il avait le malheureux d'accueillir 3 malheureux députés de sa majorité, tout de suite, tout le monde lui tapait dessus. Souvenez-vous, c'est François Hollande, durant le débat Sarkozy-Hollande du deuxième tour, qui avait dit « Moi, je ne recevrai jamais de députés de ma majorité à l'Élysée ». Donc là, c'est. Donc, là, si je vous suis, il y a un peu quand même d'imprudence, quoi. En tout cas, dans ce dîner. Non, mais peut-être pas autrement dans le travail, hein, bien sûr. Mais... Non. La question que je pose. D'abord, je pense qu'il n'y a pas d'imprudence. Le président, il doit avoir des gens parce que sinon, il ne peut pas présider. Non, la question que je pose, c'est est-ce que c'était vraiment un dîner de travail ou est-ce que c'était un dîner partisan ? Et auquel cas, c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un protocole spécial justement aussi alors pour suivre et soigner un chef d'État, sachant qu'il est isolé là à la lanterne à Versailles ? Alors je l'ignore. Je l'ignore. Ça ne me choquerait pas. Il y a pour la conduite des affaires de l'État des gens qu'il faut surveiller plus. Vous savez, par exemple, que la Commission européenne, dans ses recommandations de vaccination, comme tout le monde dit, les personnes âgées, fragiles, comme tout le monde dit, les personnels soignants, mais aussi ajoute que ceux qui conduisent l'État doivent être vaccinés en priorité et parle en particulier des instances gouvernementales, etc. Oui. Les cas contacts avec lui, Jean Castex, Richard Ferrand notamment, ils vont devoir rester isolés aussi une petite semaine ? Oui, bien sûr, ils vont devoir rester pas une petite semaine, il va falloir qu'ils restent isolés 7 jours, puis se testent ensuite. Ça signifie que si on suit les recommandations, malheureusement, ces gens vont rater Noël. Oui. Bon, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, lors de son point presse hebdomadaire, appelle les Français à la plus grande prudence parce qu'il y a une remontée du chiffre des contaminations, pas forcément dans les hôpitaux. Pour l'instant, on va voir ça avec vous. Pourquoi ces contaminations remontent ? Eh bien, parce que le virus n'est pas du tout contrôlé. L'épidémie n'est pas contrôlée. D'ailleurs, elle ne l'a jamais été en réalité. Et le virus continue à courir plus vite que nous. La conséquence, c'est que nous avons encore des situations tendues, y compris dans les hôpitaux. Nous n'avons pas la décrue que nous avions observée, souvenez-vous, fin avril, début mai, qui avait permis le 11 mai de déconfiner. Nous avons une sorte de plateau qui n'en finit pas de ne pas baisser. Dans les hôpitaux publics privés d'Île-de-France, par exemple, nous avons toujours un fonctionnement qui n'est pas revenu à la normale. Il y a encore, je crois que les chiffres officiels hier, c'est 17% des lits restaient déprogrammés. Là, ils ne sont pas véritablement sous tension express, totale quand même, non ? C'est un problème de définition, mais ce que je peux vous dire, c'est que les hôpitaux aujourd'hui en Île-de-France, pour ce que j'en sais, j'ai vu les statistiques en venant vous voir, ne sont pas revenus à un mode de fonctionnement normal. On a encore des lits fermés, en tout cas déprogrammés pour les activités normales, ce qui va poser un problème. Et hier, il y a quelques hôpitaux qui sont en tension. L'hôpital de Mantes, la Jolie, qui est une ville près de Paris, a déclaré qu'ils étaient en tension hier. Donc tous les jours, on a des difficultés encore. Oui, et on risque justement, peut-être, à la suite des fêtes de fin d'année. Alors une des inquiétudes, c'est évidemment par rapport au mois de juin où les gens étaient dehors, sortaient, etc. Là, par définition, il fait froid, donc on ferme les portes et fenêtres, on reste chez soi. Et c'est vrai que dans ces cas-là, comme vous le savez, en lieu confiné, le virus se transmet plus. Donc un des risques des fêtes de Noël, c'est justement la proximité, la promiscuité qui pourrait relancer l'épidémie. Elle est là, notre inquiétude. Les Américains ont connu ça après Thanksgiving, avec une remontée de l'épidémie après Thanksgiving. Oui. Est-ce que l'on sait aussi mieux traiter la prise en charge ? Parce qu'on en parle peu. Bien sûr, vous avez raison de le souligner. Aujourd'hui, par rapport à il y a presque un an maintenant, oui, on sait mieux traiter les patients qui sont positifs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 choses. On a identifié cette fameuse phase inflammatoire qui fait que, après que vous ayez infecté, votre corps fabrique un certain nombre de produits, les cytokines en particulier, qui créent une inflammation. Donc, on donne des corticoïdes de forme grave. Donc, on diminue
la fréquence des formes graves, et on donne également ce qu'on appelle des anticoagulants, ce sont des médicaments qui fluidifient le sang. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie à tropisme vasculaire. Et malgré ça, il y a encore toujours des victimes, quoi. Bien entendu. Pourquoi alors ? Et donc, quel type de personnes ? Parce que ça soit les anticoagulants ou que ça soit les corticoïdes, ce ne sont que des médicaments qui diminuent les conséquences, qui ne les annulent pas, mais qui diminuent les conséquences. En revanche, on n'a toujours pas de médicaments qui tuent le virus. Et ça, c'est un vrai sujet. Oui. Ça viendra peut-être. Alors, est-ce qu'il y a, pour l'instant, avant d'en passer au vaccin, la stratégie de dépistage ? L'expérience des tests massifs au Havre est un échec total quand on voit le pourcentage en fait de personnes. Pourquoi, selon vous ? D'abord, vous savez, moi, je suis constant depuis maintenant des mois et des mois que vous m'invitez. Je dis qu'il faut qu'on teste massivement la population. J'ai d'ailleurs été le premier maire de France à faire tester massivement, complètement, les 2 EHPAD qui sont sur le territoire de ma commune. Donc je pense que c'est le vrai sujet, avec l'isolement qui ne se fait pas bien. Il faut tester tout le monde. Pourquoi ? Parce que si vous ne testez pas toute la population et que vous testez, comme au Havre, la moitié de la population, vous appelez à tester la moitié de la population, et il n'y en a eu que très très peu. Hein. Moi j'appelle à tester toute la population. Oui. Et professeur Hill, qui est épidémiologiste, a fait une très bonne comparaison. Elle a dit c'est un peu comme si dans votre immeuble vous aviez des souris et vous décidiez de tuer les souris à un étage sur 2. Eh bien évidemment, à l'étage où vous ne tuez pas les souris, elles vont continuer à proliférer et passer à l'étage que vous avez désinfecté. Mais ça, Philippe Juvin, on n'est pas capable de faire un dépistage massif à l'échelle du pays. C'est trop compliqué à organiser. Pourquoi alors on le fait pas ? Je pense qu'il faut réfléchir différemment. C'est-à-dire qu'effectivement, si on continue à vouloir faire des tests PCR qui nécessitent le rendez-vous au laboratoire, le personnel spécialisé pour vous prélever, les 24, 48 ou 30 ou 72 heures de remise du résultat, on ne va pas y arriver. Aux États-Unis cette semaine, la grande nouvelle, c'est qu'il y a 2 tests qui ont été commercialisés, autorisés. Ce sont des autotests, c'est-à-dire des tests que vous faites vous-même chez vous, avec un résultat en 15-30 minutes. Moi, je suis favorable à ce qu'on multiplie ces autotests, que les gens puissent se tester tous les jours, avant d'aller travailler, avant d'aller voir des amis, avant d'aller au restaurant, si les restaurants ouvraient. Et là, on ferait un testing massif. Il vaut mieux tester massivement, même avec des tests qui sont un peu imparfaits, que alors, tester quand vous en parlez avec Jean-François Delfraissy, que vous connaissez bien, le président du Conseil scientifique, qu'est-ce qu'il dit face à cette stratégie ? Parce qu'on n'en parle pas énormément. C'est vrai. Jean-François Delfraissy, et ça, il faudra lui poser la question, mais je pense que personne ne peut dire que les autotests ne sont pas une bonne idée. Là où on peut critiquer les autotests, qui ne sont pas encore autorisés en France, je le précise, mais il y en a 2 autorisés aux États-Unis, c'est qu'ils sont moins précis que les tests habituels que vous faites en laboratoire. Mais ma thèse, c'est la suivante. Il vaut mieux faire tous les jours un test un peu imprécis qu'un test soi-disant précis, mais qui ne l'est pas tout à fait d'ailleurs, seulement une fois par mois. Oui. Vous savez, quand vous allez à la pêche, il vaut mieux aller à la pêche tous les jours avec un filet avec des grosses mailles qu'aller à la pêche une fois par mois avec un petit filet, avec des mailles serrées. Là, vous pêcherez plus de poissons. Oui, Philippe Juvin, on a du mal donc avec cette logistique autour des tests de dépistage. Alors, qu'est-ce que ça va être pour les vaccins ? Est-ce qu'on sera mieux organisé à ce moment-là, au printemps ? Vous avez raison, il faut tester massivement, on ne le fait pas, il faut isoler. Aider les gens à s'isoler. Moi, je suis favorable, par exemple, à ce qu'on remette une certaine somme. Les Britanniques donnent 500 €. Par semaine aux gens qui s'isolent pour les aider à s'isoler. Ça aussi, il faut que nous le fassions, c'est de ma proposition. Et sur le vaccin, il y a 2 sujets. Il y a un premier sujet, c'est la confiance. Il faut expliquer aux gens pourquoi c'est important de se vacciner et mettre tout sur la table, les effets secondaires, les effets bénéfiques, etc. Bref, cette stratégie de vaccination, elle passe par rétablir la confiance. Et puis après, la vaccination, c'est aussi et d'abord une question logistique. Il faut confier la vaccination à des logisticiens. Vous savez, le Pfizer, le fameux médicament, qui nécessite 2 injections, donc déjà ça va être compliqué, nécessite une chaîne de froid terrible en gardant le vaccin à moins 70. Aujourd'hui, est-ce que c'est l'administration ou les ARS qui savent faire ça ? Évidemment non. Donc il faut confier, il faut que l'État s'entoure d'aide qu'il n'est pas capable lui-même de mettre en œuvre, en particulier des logisticiens privés ou l'armée. Oui. La vaccination, c'est une affaire de confiance, c'est une affaire de logistique. Et dans cette crise, depuis 1 an, nous avons beaucoup péché en matière de logistique. Et il faudrait donc mobiliser, selon vous, l'armée au printemps pour faire cette campagne massive, quoi. C'est une des hypothèses, mais l'hypothèse qu'on pourrait aussi privilégier, comme je vous le disais, ce sont les logisticiens privés. Bref, oui, si on ne se donne pas les moyens d'une stratégie vaccinale massive et intelligente, eh bien on y est pour un certain temps. Le vaccin, c'est quoi l'intérêt ? C'est qu'avec le vaccin, vous n'aurez plus à choisir
entre votre santé et votre liberté. C'est ça la différence. Oui. Aujourd'hui, votre liberté est obérée parce que forcément nous devons nous protéger et protéger la santé. Moi je vous propose de désormais privilégier la liberté grâce au vaccin. Oui, question complémentaire avec Cécile Philippe-Juvin. Justement, les personnels soignants des EHPAD hésitent à se faire vacciner parce qu'ils hésitent, ils ne comprennent pas, ils ont peur. Est-ce qu'ils ont raison d'hésiter ? Alors d'abord, chacun est libre de se vacciner, pas se vacciner. On ne forcera pas les gens à se vacciner. Il faut les persuader, mais pour ça, il faut leur expliquer où sont les messages de santé publique qui permettent de dire aux gens, oui, j'ai intérêt à me faire vacciner. Moi, je suis frappé de voir que dans l'espace public, vous avez vu une campagne ? Vous avez vu une campagne gouvernementale ou de M. Salomon pour expliquer en quoi c'était bien, à part de dire c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça suffit pas. Il faut montrer l'efficacité. Moi, j'ai fait une réunion hier avec des gens qui me posaient la question, j'ai montré les courbes, comment en 4 mois, vous n'avez quasiment pas, ce sont les études cliniques, de contamination quand vous avez le vaccin, alors que vous avez un pic de contamination quand vous recevez le placebo. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème que vous évoquez, la confiance ? Oui, mais la confiance, ce n'est pas un truc abstrait. La confiance, ça se construit. Et ça se construit en expliquant. Aujourd'hui, je me répète, la stratégie de vaccination que nous n'avons pas doit commencer par reconquérir les cœurs et les esprits, comme disent les militaires. Vous voyez. Et si on ne le fait pas, les gens ne se vaccineront pas. Les chiffres du vaccin contre la grippe sont assez éloquents. Dans les EHPAD, où le vaccin contre la grippe, c'est un vaccin quand même sans aucun danger, robuste, connu. Dans les EHPAD, chaque année, il y a environ un quart simplement des aides-soignantes qui se vaccinent contre la grippe. C'est pas beaucoup. Hein. Ouais. Il faudra un passeport vert, là, comme on l'évoque ? C'est un sujet très complexe. Si vous mettez il y a des avantages et des inconvénients. Si vous créez un passeport vert, ça signifie que vous avez le droit de faire un certain nombre de choses si vous êtes vacciné. Ça signifie qu'en réalité, vous forcez les gens à vous vacciner. Et moi, je crois que ce n'est pas le bon début de réflexion. Vous devez d'abord, non pas les obliger, mais les persuader. On ne gagnera pas la campagne de la vaccination et donc du retour à la normale si on ne fait pas ce travail de pédagogie. Il n'est pas commencé encore. Oui, il n'est pas commencé. Merci Philippe Juvin, Merci. Professeur de médecine, chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou, d'être venu ce matin à Sud Radio.